Distinguer plusieurs phases d'un temps, d'une œuvre, permet d'entrer dans le jeu de la communication intellectuelle. On se fait intelligible, écrit Barthes. J'userai à mon tour de cette commodité, non pour découper et figer, mais pour mieux saisir les passages, les inflexions, mais aussi les résurgences ou les permanences. Bref, ce mouvement qu'il a lui-même nommé le contretemps. Mon propos se limitera à interroger ses manières d'envisager l'histoire et à suivre les modalités de son rapport au temps, en me tenant dans les bornes de ce qu'il a désigné comme étant son lieu et son milieu, à savoir le langage. Si nous sommes temps, tempora, pour reprendre la formulation d'Augustin, de quel temps Barthes est-il ? Alors même que les années Barthes coïncident avec une forte transformation de nos expériences du temps, ce phénomène que j'ai proposé d'analyser comme une progressive mise en question du régime moderne d'historicité, doublée d'une montée du présentisme, soit la fermeture d'un futur futuriste et l'installation d'un présent omniprésent, ou le passage d'une croyance forte en l'histoire, au début des années 50, à une croyance de plus en plus marquée à la fin des années 1980. Or, Barthes est un fin sismographe, lui qui, par rapport au système qui l'entoure, se présente comme une chambre d'écho. Il reproduit, dit-il, mal, il rend visite, il répète, il fait l'essai de la modernité, comme on essaye les boutons d'un poste de radio dont on ne connaît pas le maniement. Aussi voit-il le mouvement de son œuvre comme tactique, ajoutant, la précision est d'importance, une tactique sans stratégie. Si bien que pour travailler, il a besoin de concepts éphémères, dit-il encore, liés à des contingences limitées, de néologismes donc. Pour le dire autrement, et en reprenant la fameuse distinction d'Isaiah Berlin, il se conçoit comme renard et pas hérisson, alors que Lévi-Strauss était lui nettement hérisson et que Foucault, renard également, ne détestait pas de jouer le hérisson, d'ailleurs avec succès. Quel temps donc ? Les notations ne sont pas rares, surtout dans le Barthes par lui-même, cet exercice de prise de distance de soi par rapport à soi. S'il se voit comme un outsider, il ajoute aussitôt intermittent. Outsider intermittent désigne une extériorité à la fois spatiale et temporelle. L'outsider est donc tout aussi bien un insider intermittent. De plus, cet out-insider s'autorise aussi à rêver du contretemps, à savoir, par exemple, transporter dans une société socialiste certains des charmes de l'art de vivre bourgeois. Ce qui donne, ne serait-il pas possible de jouir de la culture bourgeoise, déformée, comme d'un exotisme ? Outsider intermittent, il l'a effectivement été, d'abord du fait de la maladie. Il a vécu l'expérience du décalage, voire du déphasage. Il y eut d'abord en effet le temps du sanatorium, ce temps suspendu, soustrait au temps ordinaire, mais qui a eu aussi l'étrange propriété de le rendre contemporain d'un temps pourtant passé, celui de la montagne magique. En un sens, mon corps, qui n'était pas encore né, avait déjà 20 ans en 1907, quand Hans Karstorp s'installa dans le pays d'en haut. En découle cette règle de vie, si donc je veux vivre, je dois oublier que mon corps est historique, je dois me jeter dans l'illusion que je suis contemporain des jeunes corps présents. Ce temps interminable de la peuplade d'en haut, qui n'a pour mesure que les mètres des feuilles de température, induit aussi un décalage générationnel. Chronologiquement parlant, il est plus proche de Lévi-Strauss, né en 1908, que de Derrida ou de Foucault. Mais pendant que Lévi-Strauss était au Brésil, puis en exil à New York, il vivait au rythme de la maladie et des séjours au sanatorium, pour finalement n'entrer au CNRS qu'en 1955, à 40 ans. L'un a fait son terrain sur les hauts plateaux du Brésil, l'autre au milieu de la tribu d'en haut. Cette expérience de l'entre-deux l'a probablement incité à s'interroger à plusieurs reprises sur la contemporanéité, en soulignant là aussi la dimension de décalage. Contemporain de quoi ? Demande-t-il. De même que les peuples anciens ont vécu, a observé Marx, leur préhistoire en imagination dans la mythologie, de même, les Allemands vivent leur post-histoire dans la philosophie. Ils sont des contemporains philosophiques du présent, sans en être les contemporains historiques. De la même façon,
Il n'est que, je cite, le contemporain imaginaire de son propre présent, mais non de son histoire, dont il n'habite que le reflet dansant, fantasmagorique. Cet écart-là est celui que la littérature, toujours en quête du réel, cherche à réduire sans jamais y réussir, et surtout pas quand elle se revendique du réalisme socialiste. Révélatrice également est sa façon de localiser Michelet dans le temps. Dès son premier article de 1951, il est clair pour lui que Michelet ne peut être de son temps. Il est foncièrement à contre-temps. Cette fois, il fait jouer l'homologie avec les premiers chrétiens, pour qui le temps s'étirant entre la résurrection et la parousie n'est qu'un temps surnuméraire. De même, pour Michelet, la Révolution ayant accompli le temps d'après ne peut être vécu que comme un sursis de l'histoire. C'est donc dans ce sursis qu'il a vécu. Aussi n'a-t-il pu faire entrer le 19e dans le procès du temps que comme apocalypse. Et n'est-il républicain que dans son histoire? Mon propos n'est pas d'interroger cette vision singulière et qui n'a pas varié du rapport de Michelet à son temps, mais plutôt de mesurer ce qu'elle peut nous indiquer de celle de Barthes lui-même par rapport au sien. Comment fait-il entrer le XXe siècle dans le procès du temps? La Révolution est-elle derrière ou devant? En tout cas, la tâche de l'intellectuel est d'accompagner la décomposition de la conscience bourgeoise, de taper sur le petit bourgeois en déconstruisant la doxa. Avec au terme, s'il faut absolument pour vivre et travailler la représentation d'une fin, quelque chose comme une lueur lointaine, intermittente, incertaine, la barbarie étant toujours possible, la transparence finale des rapports sociaux. Mais, dans la leçon, il évoque l'après 68, pour ce qui est de la littérature, comme un paysage en déshérence et un moment d'apocalypse douce où le regard peut se porter sur des choses anciennes et belles dont le signifié est abstrait, périmé. Avouons qu'une apocalypse douce, même comme concept éphémère, ne va pas de soi. Le contretemps peut même aller jusqu'à l'inversion du cours du temps, on y a déjà fait allusion, dans la mesure où il fait avec la maladie de sa mère l'expérience de l'inversion de la filiation. Moi, qui n'avais pas procréé, j'avais dans sa maladie même engendré ma mère, dont la photo du jardin d'hiver est comme l'incarnation et la résurrection, sous la figure de cet enfant qu'il n'a jamais connu et qui est pourtant vraiment elle. Mais cette fois, il ne peut dire, à l'instar de Michelet, dans la préface de 1869, « Mon livre m'a créé, c'est moi qui fus son œuvre, ce fils a fait son père. Et ce fils va vivre au-delà de ce père qui a pris l'histoire pour la vie. » Pour Barthes, la postérité ne peut être, comme il le dit, qu'un mot mort, aussi proclame-t-il en 1971, se satisfaire pleinement d'une concomitance, même partielle ou locale, avec son époque. Cette fois, c'est l'insider intermittent qui s'exprime. Après ces quelques variations sur le personnage de l'out-insider intermittent, par qui sont passées, se sont nouées diverses manières de faire place au présent, au passé et au futur, arrêtons-nous sur une première phase, celle qui correspond à la croyance en l'histoire et à un assentiment au régime moderne d'historicité, ou plus exactement, à une certaine croyance et à un assentiment jusqu'à un certain point. Car vient toujours le second temps, le contre-pied ou le contre-temps, celui du cède-contra, dont la portée, valant au-delà de la seule dénonciation du stéréotype ou du mouvement doxa-paradoxa, rythme l'œuvre. On croit en l'histoire, mais on reconnaît le caractère progressif du temps, mais peut-être est-il préférable de l'ouvrir sur l'utopie. Surtout, comment se traduit la croyance en l'histoire pour qui tient à la fois que son lieu et son milieu, c'est le langage, et que la grande affaire est le réel. Au sortir de la guerre, il est, dit-il, sartrien et marxiste. Aussi est-ce au titre de cet engagement qu'il va critiquer la peste de Camus. C'est bien au nom du matérialisme historique qu'il en juge la morale insuffisante, puisque le ni bourreau ni victime, prôné par Camus, débouche sur un refus de l'histoire. Mais il n'en reste pas là, car voici déjà un cède-contra. Camus n'est pas que cela, dans la mesure où plus tôt l'étranger avait fourni à Barthes la première idée de l'écriture blanche, c'est-à-dire du degré zéro de l'écriture. Qui, plus que Michelet, a cru en l'histoire? Celle du peuple en marche, comme les barbares, vers la Rome de l'avenir, celle-là même qu'il a requis pendant plus de 40 ans et lui a fait prendre l'histoire pour la vie. Barthes, quant à lui, a entretenu un compagnonnage de près de 40 ans avec Michelet. Dès 1945, il s'était procuré la photo de Michelet par Nadar
et l'avait placé sur sa table de travail. Et il l'invoque une fois encore dans la leçon. Davantage, dès 1951, il avait mis l'accent sur l'office de l'historien selon Michelet, en administrateur du bien des décédés, et en devin qui, tel Édipe, sait expliquer aux morts leurs propres énigmes. Tout comme le Barthes des mythologies, en Édipe du contemporain, s'emploie à déchiffrer les mythes de la vie quotidienne et à démystifier l'idéologie petite bourgeoise. Mais Michelet, et plus encore, celui qui, Barthes y insiste, né peuple, avait le peuple dans le cœur, mais qui n'a pu le faire parler, sa langue m'était inaccessible. Médité par Barthes, ce déchirement qu'exprime Michelet en 1848 devient « Michelet a peut-être été le premier des auteurs de la modernité à ne pouvoir que chanter une impossible parole », ce que dit à sa façon le degré zéro de l'écriture, en pointant l'impasse de l'écriture, qui est l'impasse de la société même. C'est bien pourquoi la littérature, ce sont les derniers mots du degré zéro, devient l'utopie du langage. Croire en l'histoire, c'est alors croire aux avant-gardes, politiques ou artistiques, car en avant de leur temps, les avant-gardes montrent le chemin. Barthes fait couramment usage de cette catégorie. Il se voit et se veut de ce côté-là. Assurément, il veut faire route avec l'avant-garde, réussir à embrasser toutes les avant-gardes, mais, et c'est le 7 contrat, quelque chose en lui toujours résiste à l'assurance, à l'arrogance, au chantage à la théorie qui les caractérise. D'où par exemple la formule « Artaud, ce n'est pas seulement de l'avant-garde, c'est aussi de l'écriture ». Il en arrive finalement à la formulation fameuse qui exprime au mieux sa propre proposition historique, être à l'arrière-garde de l'avant-garde, être d'avant-garde, c'est savoir ce qui est mort, être d'arrière-garde, c'est l'aimer encore. C'est dire qu'il y a toujours un temps qui va de l'avant, dont les avant-gardes sont la pointe avancée, mais lui qui s'est placé à l'arrière, il a la charge, tel l'historien de Michelet, du bien des décédés. J'aime le romanesque, mais je sais que le roman est mort. Voilà, je crois, le lieu exact de ce que j'écris. Autrement dit, il est d'avant-garde, mais il regarde en arrière, vers ce que sa position lui permet de voir comme mort. Il est comme Michelet, le visiteur des morts, ou comme l'ange de l'histoire de Benjamin, qui, entraîné par le vent du progrès, tourne le dos à l'avenir et a sous les yeux les ruines accumulées du passé, mais l'ange ne peut s'arrêter. Ainsi, l'on voit comment, entre 1945 et le début des années 1970, l'évidence de l'histoire ou l'assentiment au régime moderne d'historicité se trouve miné de l'intérieur. Barthes passe du refus de l'histoire reproché à Camus à l'auto-ironie du « je suis l'arrière-garde de l'avant-garde ». Dans ce passage, la rupture de 1968 a joué un rôle d'accélérateur d'une prise de distance à l'égard de l'histoire. Elle était devenue, dit-il, pour les intellectuels, une sorte de grand surmoi vide qu'on avait envie et besoin, non de contester, mais de congédier, tout au moins provisoirement. Comment ce congé s'est-il exprimé? En prenant d'un coup l'histoire à contre-pied, en se livrant à une analyse de son discours. Car prétendre dégager un discours de l'histoire est déjà une provocation forte, alors même qu'elle n'a cessé depuis l'Antiquité, en se plaçant sous la caution impérieuse du réel, de prétendre dire ce qui s'est passé. On n'est plus dans le registre de la démystification, mais dans une opération de déstabilisation, passant par une déconstruction. Il est inutile de reprendre ici la mise au jour du court-circuit que l'histoire opère entre signifiant et référent, au détriment du signifié, mais cet article de 1967, ainsi que celui de 1968, consacré à l'effet de réel, ont eu des effets bien réels sur ce qui s'est nommé ensuite le linguistic turn et dans tout les quiproquos sur l'histoire et fiction au cours des années 1980. Si bien que Barthes est devenu, après sa mort, une figure éponyme avec Hayden White, qui lui-même se réfère à Barthes, de ce que Carlo Ginzburg a inlassablement dénoncé comme le tournant sceptique en histoire. 1968 est aussi le moment où le présent, comme mot d'ordre et valeur, s'impose. Pour sa part, Barthes reconnaît que les événements de mai ont fait du passé, ajoutant « ne faut-il pas profiter de tout événement pour faire du passé, pour faire tomber dans le passé ce qu'on est en train de penser ?» Foucault, de son côté, estimait alors que la tâche du philosophe était de diagnostiquer le présent. Mais on ne trouve chez Barthes nulle béatification du présent ou assentiment au présentisme naissant. Son article, L'écriture de l'événement, met au contraire en garde contre l'illusion qu'il suffirait de s'en remettre au primat de la parole et à la spontanéité pour écrire révolutionnaire, alors que rompre avec l'ancien ordre symbolique est une toute autre paire de manches. Bref, l'écriture, qui n'a rien à voir avec le style, comme il le rappelle, est tout entière à inventer,
Et l'événement actuel, ajoute-t-il, ne fournit rien de plus que quelques éléments marginaux. Voilà qui douche fortement les aspirations et les illusions présentistes du tout de suite. En somme, Barthes reformule, mais à la lumière de 1968, le drame que Michelet avait vécu en 1848 avec l'inaccessibilité du langage peuple. De fait, la réflexion sémiologique se tourne alors tout entière vers ce qu'il nomme une ultra-révolution, celle des systèmes de sens. Le but n'est plus seulement une science des signes permettant d'activer une critique sociale, en comprenant comment une société produit des stéréotypes, mais de façon plus radicale, une mise en question, je le cite, de l'homme occidental lui-même, défini par son usage des signes. Ce n'est pas la Chine de la révolution culturelle qui va être le lieu de cette déprise, mais le Japon de l'empire des signes. Le Japon se présente en effet comme une réserve de traits dont la mise en batterie lui permet de flatter, c'est le mot qu'il emploie, l'idée d'un système symbolique inouï, entièrement dépris d'une autre. Si bien que le Japon l'a mis en situation d'écriture, car il est le lieu d'une expérience de vacillement du sujet confronté à un vide de parole et à l'exemption du sens. Il peut dès lors songer à un monde qui serait exempté de sens, comme on l'est, dit-il, de service militaire. Ce qui implique de sa part une tactique double. Contre la doxa, il faut revendiquer en faveur du sens, car le sens est produit de l'histoire, non de la nature, mais contre la science, il faut maintenir l'utopie. La phase de la démystification n'est pas reniée, elle se trouve articulée à la phase nouvelle, celle d'une sémiotique radicalisée par son élargissement. Elles sont en fait la traduction d'une tactique double. Dans l'élaboration de la pensée de Barthes, vous le savez, le Japon occupe une position homologue à celle du Brésil pour Lévi-Strauss. De l'expérience brésilienne découle en effet la théorie du regard éloigné, ainsi que la mise en question du régime moderne d'historicité, telle qu'elle s'exprime dans Triste Tropique et surtout dans La pensée sauvage, quand est critiquée la conception sartrienne de l'histoire. De même, l'expérience japonaise permet à Barthes un regard éloigné sur la sémiotique, qui, se trouvant en somme regardé du plus loin, ouvre sur une mise en question de l'homme occidental à travers son usage des signes. Mais le rapprochement devient plus intéressant encore quand on se souvient que le regard éloigné, Lévi-Strauss l'a reconnu, lui a été inspiré par la lecture de l'auteur japonais et ami, parlant de l'acteur No, qui, pour juger son jeu, doit apprendre à se voir lui-même comme s'il était le spectateur. Ainsi, pour l'un comme pour l'autre, le Japon a été un opérateur de décentrement. Pour Lévi-Strauss, le Japon, où il s'est rendu à plusieurs reprises, s'est trouvé plus tard investi d'un autre rôle encore, celui d'un pays qui, depuis l'ère Meiji, avait su trouver un équilibre entre le chaud des sociétés chaudes et le froid des sociétés froides. Pour Barthes, le Japon ne semble pas avoir ouvert la question de l'histoire, elle le fut autrement, parce qu'il peut d'abord apparaître comme une manière de lui dire définitivement non au fil de la méditation funèbre qu'est la chambre claire. Plus on avance dans la lecture du livre, plus l'évidence de la photographie s'impose et plus elle l'emporte sur celle que l'histoire a ambitionné d'atteindre. Celle-ci, l'histoire, n'est jamais que dans le faire voir, alors que celle-là donne directement à voir ce qui a été. Dans la seconde partie du livre, les formules se multiplient, on y a déjà fait allusion tout à l'heure. La photographie vaut certificat de présence, elle est émanation du référent, adhérence du référent, et il lui arrive même d'accomplir la confusion inouïe de la réalité et de la vérité. Bref, en matière de réel, l'histoire court loin derrière, elle qui n'a pourtant jamais cessé d'en faire sa visée, et parfois même de croire qu'elle l'atteignait. Une photographie, telle celle que Barthes avait longtemps conservée d'une vente d'esclaves, dispense de la médiation de l'historien. L'esclavage était donné sans médiation. Avec elle, la photographie, le passé est aussi sûr que le présent. Il y a aussi une inévitable extériorité de l'histoire, dans la mesure où, je cite, « elle ne se constitue que si on la regarde, et pour la regarder, il faut en être exclu. Elle ne peut donc en aucun cas être l'objet d'une anamnèse à partir de soi-même. » La cause est-elle entendue? Pas encore, car viennent aussi les notations sur la photographie en son siècle. Certes, l'histoire et la photographie divergent profondément, mais n'en existe pas moins ce que Barthes désigne comme un paradoxe.
à savoir que le même siècle a inventé l'histoire et la photographie. Pourquoi est-ce un paradoxe? Parce que l'histoire est une mémoire fabriquée, selon des recettes positives, un pur discours intellectuel qui abolit le temps mythique. Elle fait du temps moderne, processus et progressif, son moteur et sa raison d'être. Elle participe donc du et au régime moderne d'historicité. Elle va de l'avant et est futuriste. Alors que la photographie est un témoignage sûr et une émanation d'un réel passé. Sa force constative, dit-il encore, porte non sur l'objet, mais sur le temps. Elle est sans avenir. Leur rapport respectif au temps semble orthogonal. Mais la photographie n'est pas que cela, et peut-être l'histoire non plus. La photographie participe aussi de son siècle et de ce temps moderne. Elle a des traits qui relèvent du régime moderne et d'un temps qui accélère. Elle est fugace, elle appartient à l'ère des impatiences et de tout ce qui dénie le mûrissement. En cela, elle contribue, dit-il, à l'impuissance contemporaine de concevoir affectivement ou symboliquement la durée. Bien entendu, la généralisation de la photographie n'a fait qu'accentuer ces traits en faisant un objet de consommation de plus en plus rapide. La photo, enfin, est mortelle. Elle jaunit, pâlit, s'efface. À ce point, Barthes l'oppose aux monuments des sociétés anciennes qui, comme Memento Mori, avaient la charge de perpétuer le souvenir. La diffusion de la photographie, comme témoin général de ce qui a été, va de pair avec le renoncement aux monuments. En confiant le souvenir à ce support fragile, la société moderne, puisqu'il faut bien que la mort soit quelque part, dit-il, a donc opté pour un souvenir à durée de vie limitée. Mais cette contemporanéité partielle, au moins de la photo et de l'histoire moderne, bute sur leur rapport respectif à la mort. La divergence qui engage deux rapports au temps différents est profonde. L'histoire-science du XIXe est en effet adepte du principe énoncé par Marx, qu'il reprenait de l'Évangile, « laissez les morts enterrer les morts ». L'avant-garde, disait Barthes, sait ce qui est mort. Pour l'histoire, la lumière vient de l'avenir et l'historien est un prophète du passé. Le futur éclairant le passé, seul compte au final les morts qui ont préparé l'avenir et peut ainsi filer le train de l'histoire. Alors que pour la photographie, il ne saurait en aller de même, vu le lien anthropologique de la mort et de la nouvelle image. Peut-être, suggère Barthes, la mort, si elle n'est plus ou moins dans le religieux, vient-elle se loger dans cette image qui produit la mort en voulant conserver la vie. À partir de là, surgit et s'impose l'autre punctum de la photo, qui n'est plus le détail qui me pointe, mais le temps, l'emphase déchirante du noème ça a été, sa représentation pure. La photographie est donc double. Pour une part, elle relève du régime moderne d'historicité, pour une autre part, celle que veut retenir le spectateur Barthes, elle lui échappe. Peut alors débuter la Nécuia de Roland Barthes à la recherche de sa mère, ayant à la main le viatique de la photo pâlie du jardin d'hiver. On pense à Ulysse, s'avançant jusqu'aux portes d'Hadès et faisant couler le sang d'un animal sacrifié pour que, revigorés un instant, les morts puissent jouir d'un simulacre de vie. Mais c'est en vain que par 3 fois, il s'efforcera d'embrasser sa mère, qui n'a que la semblance d'un songe. On pense à Énée, se mettant en route pour revoir le cher visage de son père, mais pour accéder au monde d'en bas, il lui faut le rameau d'or. De même, Michelet, réactivant Virgile, muni d'un rameau d'or qui est tour à tour la Scienza Nuova, les Antiquités de Grimm, ou simplement, arraché de son propre cœur, passe et repasse le fleuve des morts. Grâce à la technologie de l'argentique, Barthes a l'immense avantage d'avoir directement sous les yeux l'évidence indiscutable du ça a été. Un ça a été, gewesen, dont il ne veut pas qu'il se transmue et se dégrade en vergangen, en un passé dépassé ou historique. C'est pourquoi ceux dans l'aura de qui il se place, ses compagnons de route, ce sont ces grandes ombres psychopompes de la littérature, Homère, Virgile, Michelet. Aussi, face à cette pauvre photo, s'instaure un rapport au temps qui est celui de la remontée du présent vers le passé, jusqu'à ce que surgisse l'évidence du « c'est elle, elle telle qu'en elle-même ». À ce point, Barthes aurait pu faire appel à Peggy, qui, opposant l'histoire à la mémoire, notait que l'histoire était longitudinale alors que la mémoire était verticale. Étant dedans l'événement, disait-il, elle consiste avant tout à n'en pas sortir, à y rester et à le remonter en dedans. La photographie est une prophétie à l'envers, ça c'est Barthes qui parle, comme Cassandre, mais tournée vers le passé, elle ne ment jamais,
sur l'existence du moins de la chose. La photo est magie, en elle se condensent les rituels d'évocation des morts, et elle a quelque chose à voir avec la résurrection, on en a déjà parlé. En elle sont à l'œuvre deux temporalités, l'une qui relève du temps chronos, sous sa forme moderne, temps des impatiences et de l'accélération, l'autre celle qui renvoie à un temps du surgissement soudain, de l'arrêt aussi, le temps kairos. Le déroulé linéaire du premier est troué par la verticalité du second. C'est pourquoi Barthes peut dire que la photographie est à l'histoire ce que le biographème, ces traits qui dans la vie d'un écrivain m'enchantent, est à la biographie. Du même siècle, la photo et l'histoire participent pour une part du même temps, le temps moderne, mais leur rapport à la mort les sépare. L'une va de l'avant et laisse les morts derrière elle, l'autre invite à une remontée du temps et à une résurrection de l'être aimé. Mais alors, Michelet, celui qui est dans le contre-temps par rapport à son temps, n'est-il pas le contre-exemple? Il est l'historien qui aimait la mort et qui, pour Péguy, savait si bien échapper au longitudinal de l'histoire. Contemporain de l'invention de l'histoire et de la photographie, n'est-il pas justement celui pour qui l'opération historiographique s'apparente à la magie de la photographie, selon Roland Barthes? L'une et l'autre visent une résurrection, mais l'une comme l'autre n'oublie pas un instant que ces morts sont des morts et qu'il s'agit moins de les faire revivre que de faire paraître la vérité de leur vie passée. N'est-il pas celui, Michelet, chez qui se rejoignent le temps de l'histoire et celui de la photographie? Étonnamment, Barthes ne se fait pas appel ici à lui, alors que pourtant Michelet n'est jamais loin. Or, dans son premier article sur Michelet, en 1951, il présentait ainsi la tâche de l'historien. Je le cite. « L'historien n'est pas un esprit critique muni d'une puissance explicative et placé dans une attitude de prospection. Ce n'est pas un lecteur du passé, il ne déchiffre pas, il recompose. C'est un opérateur, un chimiste, dont les manipulations portent sur les objets externels de l'alchimie, la vie, la mort, leurs échanges. Et les documents historiques sont des substances où s'accroche une rémanence du passé. Ainsi, la chair successive des hommes garde la trace obscure des accidents de l'histoire jusqu'au jour où l'historien, comme un photographe, révèle par une opération à peu près chimique ce qui a été vécu auparavant. L'historien ne poursuit donc pas du tout l'organisation rétrospective du passé, il regarde vers la résurrection d'un mystère de vie. Ainsi, de 1951 à 1980, de Michelet, l'histoire et la mort à la Chambre claire, chemine la même question à laquelle le Michelet photographe, c'est-à-dire chimiste, avait déjà su répondre. Qu'engagé dans sa méditation sur l'essence de la photographie, Barthes retrouve presque les mêmes mots que ceux qui lui avaient paru décrire au plus près l'opération historiographique de Michelet ne manquent pas d'intérêt. Les réflexions de 1980 ne viennent pas répéter ou pire recycler celles de 1951, mais celles de 1980 éclairent autrement celles de 1951 qui étaient centrées sur le seul Michelet. Michelet était photographe sans le savoir, ou mieux, le dispositif épique au moyen duquel il définissait sa fonction d'historien en visiteur des morts faisait de son opération historiographique une opération photographique avant la lettre. En écrivant l'histoire du peuple, Michelet l'inscrivait dans la marche en avant qu'est l'histoire moderne, éclairée par la lumière de 1789 et portée par le progrès, mais, à la différence de l'ange de l'histoire de Benjamin, qui, entraîné par le vent du progrès, ne peut s'arrêter pour rendre les honneurs funèbres aux morts, Michelet réussissait à s'extirper du seul temps chronos et à accueillir du kairos pour faire une place aux morts, comme Barthes contemplant la photo du jardin d'hiver. Michelet errait dans les galeries solitaires des archives, tandis que Barthes allait seul dans l'appartement où elle, sa mère, venait de mourir. L'un entendait les murmures de ces morts réclamant que fût dite la vérité de leur vie, l'autre rangeait des photos, cherchant la vérité du visage aimé. L'oreille pour l'un, l'œil pour l'autre, mais pour l'un et l'autre une même quête. Ainsi, Michelet précédait Barthes, à qui depuis 30 ans il faisait signe. Barthes le savait depuis 1951, mais ce n'est qu'en 1980 que ce savoir devint expérience vécue. Après avoir replacé la photo dans son siècle et avoir suggéré son double rapport au temps moderne, à la fois en phase et décalé, Barthes évoque en quelques lignes son propre moment. Cette fois, il ne parle plus de contretemps ou d'outsider, même intermittent, mais d'inactuel. En effet, l'étonnement devant le « ça a été » où saute à la figure l'évidence de la photo disparaîtra, note-t-il, ou même il a déjà disparu. Il se voit comme un des derniers témoins de l'inactuel, et ce livre, La Chambre claire, en est la trace archaïque.
Il n'est plus à l'arrière-garde de l'avant-garde, mais dans l'arrière-garde tout court, dépassé. Car ce qu'il voit se déployer est une domestication de la photographie et une banalisation de la folie de la photographie. On l'assagit, dit-il. 2 moyens sont mis en œuvre pour y parvenir. L'un consiste à faire de la photo un art, en la soumettant à la rhétorique du tableau. L'autre vise à la généraliser, si bien qu'il n'y a plus qu'elle. Elle écrase toutes les autres images, on la consomme à chaque instant, et elle finit par déréaliser tout ce qu'elle touche. Quand tout se transforme en image, quand la jouissance passe désormais par l'image, on est aux antipodes du monde archaïque du ça a été, et nous n'étions qu'en 1980, avant la photo numérique, les iPhones et les selfies. Merci.